Dans cette vidéo, nous explorerons la mythologie de Pokémon, comment cet univers fut créé et comment il a évolué au fil des siècles. Nous passerons par le thème des jeux et par les informations que chaque génération apporte à ce panthéon. Si vous appréciez notre travail, soyez sûr de supporter les studios WMP en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, les jeux Pokémon sont groupés en ce qu'on appelle des générations, s'installant de 2 à 4 jeux par épisode. La première génération, rouge, bleu, vert et jaune, se concentre sur le monde Pokémon et comment les humains cohabitent avec ces créatures. La deuxième génération place les graines donnant naissance à l'arbre d'information qu'est le panthéon de cette mythologie. La troisième génération se concentre sur les origines et la création de la Terre. La quatrième génération en fait de même avec l'univers et l'existence en général. Dans la cinquième génération, on y parle beaucoup d'histoire, de politique, de philosophie et de comment les hommes en sont arrivés à dresser une société moderne. Vint alors la sixième génération, ouvrant la porte au multivers, explorant la vie après la mort et aussi l'histoire du monde Pokémon y est développée. Dans la septième génération, les choses deviennent un peu plus abstraites et on y parle de défis de vie et d'évolution. La huitième génération, quant à elle, j'ai tendance à dire qu'elle a un aspect folklorique, développant les légendes passées de parents à enfants. Au moment où j'écris ces textes, la neuvième génération n'est pas encore sortie, mais il semble que cet épisode se dirige vers l'exploration du passé d'un point de vue évolutif, mais aussi vers l'exploration du futur et qu'est-ce que ce futur réserve au monde Pokémon. Soyez sûr de me corriger en commentaire et encore une fois de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, salutationnisation, je suis Alex des studios Wicked Motion Picture et je vous invite à poursuivre cette exploration de l'univers Pokémon. Au commencement, il n'y avait rien, le néant complet décrit comme un vortex de chaos et de vide, l'absence totale d'existence, puis de ce rien, une petite masse finit par se former, la toute première création, un œuf. Cet œuf finit par éclore et en sortit ensuite la toute première forme de vie sentienne, Arceus, l'alpha omniprésent et omnipotent. Ce petit éclat de conscience suffit à mettre en place une suite d'événements amenant au monde Pokémon que l'on connaît aujourd'hui. S'éveillant dans le chaos, Arceus décida d'ordonner l'univers, créant ainsi Dialga, maître du temps, et Palkia, maître de l'espace. Deux entités dépendantes l'une de l'autre, comme le temps ne peut agir sans l'espace et l'espace ne peut évoluer sans le temps. Cette symbiose entre les deux Pokémon permit à l'univers de s'ordonner et surtout d'évoluer, donnant ainsi naissance à la matière. Palkia, responsable de l'espace, commença à élargir l'univers, pendant que Dialga régulait le temps sur plusieurs planètes que l'on y trouvait, y permettant le berceau de la vie. Cependant, comme seul Arceus est parfait, ce que crée Arceus ne peut pas l'être. C'est ainsi que naquit Giratina, incarnation du mal et de l'imperfection. Parfait contraire d'Arceus et l'équivalent du diable dans cet univers. A noter que les trois Pokémon possèdent le type dragon, type qui sera mis en avant par les premières générations comme le type ultime, le symbole de la divinité, et que Giratina est aussi de type spectre. Ils possèdent donc les deux seuls types du jeu à être faibles à eux-mêmes, prouvant sa propre imperfection. S'ensuivit alors le retour de Dialga et Palkia dans leur propre dimension. La matière était créée, il était temps de s'attaquer à quelque chose de plus concret. Après la création de l'univers, naquirent trois Pokémon provenant du même œuf. Jaillit alors Uxie, que les Européens connaissent sous le nom de Cré-Elfe, Pokémon responsable de la mémoire et du savoir, fermant constamment les yeux, car quiconque croise son regard se verrait dépourvu de sa mémoire au complet. Son frère Mesprit, aussi connu sous le nom de Créfollet, fut le responsable de l'émotion et naquit avec la capacité de drainer l'émotion avec un simple contact physique. Finalement, Azelf ou Créfadet fut le responsable de la volonté, capable de l'insuffler comme de l'anéantir.
Une fois l'esprit créé, les 3 Pokémon s'endormirent dans un lourd sommeil au fond des 3 lacs de Sinnoh. Lac étant bien sûr situé sur une petite planète où de grandes choses allaient se produire. Arceus créa la Terre et la divisa en 3 éléments. Premièrement, la Terre, symbolisée par Groudon, qui fait écho au Behemoth des récits bibliques, un titan tirant sa force des terres émergées. Ensuite, nous avons Kyogre, le Pokémon titan des océans, inspiré du Léviathan, se battant constamment dans une énorme guerre de territoire avec Groudon. Pour pallier à ce problème chaotique, Arceus créa un autre dragon, Rayquaza, symbole de l'air, inspiré par la créature biblique Ziz. Rayquaza fut donc chargé de superviser Groudon et Kyogre et de s'assurer de la sécurité de notre monde, toujours à patrouiller la couche d'ozone, lui permettant de surveiller ses 2 frères titans et de pallier à l'éventuelle arrivée de menaces venant des confins de l'univers. Pour ce faire, Arceus bénit Rayquaza avec le pouvoir de la méga-évolution, ce qui explique pourquoi Rayquaza est le seul Pokémon à pouvoir méga-évoluer sans posséder de méga-gemme, ce qui en fait au passage le seul Pokémon ayant le potentiel de dépasser Arceus en termes de stats purs. La mission de ce trio était de façonner la Terre, de la transformer en un habitat habitable pour les premiers hommes témoins de la guerre entre les 2 premiers titans, pendant des années avant l'intervention de Rayquaza. Après cette intervention, Groudon et Kyogre entrèrent dans un sommeil profond, ce qui affecta fortement le climat terrestre puisque c'était aussi leur travail de le réguler. Pour pallier à ce nouveau problème de la nature vinrent au monde Articuno, l'air froid, Moltres, l'air chaud, et Zapdos, représentant l'orage né de l'union des 2 autres. Fut alors créé le climat. Pour réguler le climat, Arceus donna vie à Tornadus, Thundurus et Landorus, Pokémon sous la tutelle de Hoopa. Il était ensuite temps de faire tourner la Terre, travail confié à Ho-Oh, oiseau du jour, et Lugia, oiseau de la nuit. Maintenant que la Terre était formée et opérationnelle, la vie pouvait s'y propager, et c'est là que Mew fait son apparition, race de Pokémon primitive, ancêtre de toute vie Pokémon. Cependant, la Terre commençant à être surpeuplée, Arceus créa la vie et la mort. Premièrement avec Xerneas, responsable de lier les différentes dimensions entre elles et incarnation de la vie. Il est le pont qui relie le domaine d'Arceus, cette dimension d'où il surveille l'univers, au monde de Mew, l'univers en question, au royaume des morts où les défunts peuvent résider, au royaume de Dialga et Palkia, leur dimension d'où ils gèrent le temps et l'espace, et finalement au monde Distorsion, prison extradimensionnelle réservée aux cas les plus graves. Après vint Yveltal, responsable de la mort, équivalent de la grande faucheuse dans l'univers Pokémon, guidant les défunts vers le repos éternel. Vint enfin Zygarde, Pokémon serpent de l'équilibre, s'enroulant autour du domaine de Mew pour lui permettre de maintenir sa stabilité. Arceus règne sur l'univers depuis sa propre dimension. Il existe donc plusieurs explications quant à la connaissance d'Arceus par les hommes, mais une hypothèse bien admise dans l'histoire de cet univers passe par les Pokémon jumeaux Latios et Latias. 2 Pokémon de type dragon étant apparus dans les milliers d'années entre la naissance de la matière et la venue terrestre de Rayquaza. Ils sont les messagers célestes, ils apportent la foi et connaissance aux hommes par rapport au maître Arceus et rapportent à Arceus les événements importants se déroulant dans notre univers, s'assurant ainsi de son bon fonctionnement. Cependant, dans les ténèbres se cachait Giratina, avec un plan. Il corrompit Hoopa pour qu'il l'aide à détrôner Arceus, jaloux de son pouvoir. C'est ainsi que Hoopa entra dans sa forme déchaînée, une puissante métamorphose qui lui conféra la puissance d'un dieu. Tel Lucifer défiant Dieu et ses autres fils avant d'être banni en enfer, Giratina commença à causer le chaos et la destruction que Dialga et Palkia avaient travaillé si fort pour arrêter, se retournant contre Arceus, lui faisant comprendre qu'il avait l'intention de le détrôner. Devant ce nouveau danger, Arceus n'eut d'autre choix que de retirer sa forme divine à Giratina et de bannir l'antimatière dans le monde Distorsion où il ne pouvait plus nuire à l'univers. La Terre était maintenant en sécurité et habitable et les hommes purent développer l'aube des civilisations. Cette civilisation, voulant remercier Arceus et Rayquaza, décida d'ériger un monument. Ils créèrent alors Regigigas, un golem censé représenter la fusion entre le divin Arceus et l'humanité. À noter que Arceus et Regigigas possèdent des paillettes de couleurs semblables et sont les seuls Pokémon légendaires à posséder le type normal. Les 6 yeux de couleurs différentes de Regigigas représentent quant à eux le trio de la matière, à savoir Dialga, Palkia et Giratina, étant de la couleur dominante de ces derniers. Arceus accepta donc le présent et pour remercier l'humanité, il donna vie au monument. Regigigas le golem était né. Les hommes prirent l'habitude de façonner des légendes autour du golem, lui attribuant à tort le mérite de la dérive des continents,
point encore débattu dans les civilisations de l'univers Pokémon. Arceus donna comme mission à Regigigas de protéger les hommes et de les guider. Pour plus d'efficacité dans cette mission, Regigigas créa lui aussi 3 autres golems, représentant les 3 âges de l'évolution de l'humanité. Il créa premièrement Regirock pour l'âge de pierre, Regice pour l'âge de glace et Registeel pour l'âge du métal. Les golems apprirent des hommes comme les hommes apprirent des golems. De nombreuses civilisations se formèrent, notamment une petite commune du nom de Rosalia où les habitants érigèrent 2 tours en l'honneur de Lugia et Ho-Oh. Les 2 Pokémon oiseaux prirent leur place au sommet de leurs tours respectives, mais un jour, Articuno, Zapdos et Moltres, que les Franco-Européens appellent Articodin Sulfura et Elector, par un cruel coup du hasard, se retrouvèrent tout droit au-dessus de la tour de cuivre. S'ensuivit alors un orage monstrueux qui fit fuir Lugia et Ho-Oh et incendia la tour de cuivre, ce qui entraîna un feu qui dura 3 jours pour se terminer par une pluie. Ho-Oh retourna sur les lieux et il constata que 3 Pokémon avaient malheureusement péri dans l'incendie. Pris de pitié, l'oiseau du jour ressuscita les 3 Pokémon, leur donnant de nouveaux pouvoirs, et naquirent alors les 3 chiens légendaires. Raikou, Pokémon tonnerre représentant l'éclair qui frappa la tour. Entei, Pokémon de feu représentant l'incendie qui brûla les bâtiments. Et finalement mon Pokémon préféré de tous les temps, Suicune, Pokémon d'eau représentant la pluie qui vint calmer l'incendie. Probablement aussi la raison pourquoi Suicune devint ensuite le Pokémon chargé de purifier les eaux malades. Après ce désastre, Ho-Oh prit les 3 chiens légendaires sous son aile, les guidant dans leur nouvelle mission. Pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise, Lugia, quant à lui, prit en charge les 3 oiseaux légendaires. Chacun des 2 gardiens terrestres avait maintenant un trio légendaire sous sa tutelle. Si vous voulez en savoir plus sur Lugia, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Digi Chandouidoui qui explore son origine en détail. Afin de féliciter Takeshi Shudo et afin de créer un plus gros événement encore que le premier film, Game Freak lui offre l'opportunité de créer son propre Pokémon. Pokémon qui sera la mascotte du nouveau film. Et ainsi est née la créature qui allait tout changer pour Game Freak et qui allait faire basculer la vie de son créateur. Mais maintenant, retournons à nos Pokémon. Éventuellement, des différences d'opinion se formèrent et l'humanité commença à se faire la guerre. Les 3 golems, ne comprenant pas ce qui se passait, décidèrent d'éradiquer l'espèce humaine. Comprenant que les 3 golems étaient indestructibles, les humains les scellèrent, se débarrassant de leur incroyable pouvoir. Pendant ce temps, Regigigas, désespéré de voir comment évoluait l'humanité, s'exila loin de toute chose, reposant en paix pour une période indéterminée. Au fil du temps, de grands royaumes s'érigèrent, dont un en particulier qui se développa dans les terres d'Unis. Les hommes s'y installèrent avant de réaliser qu'un grand et puissant dragon y habitait déjà, création d'Arceus. La créature était bien sûr pacifique, mais le doute quant à cet état et à combien de temps cela allait durer planit sur les citoyens. La moitié du peuple d'Unis voulait la tête du dragon, que l'on l'extermine avant qu'il ne fasse de même pour le royaume. L'autre moitié d'Unis était prête à cohabiter avec le dragon, à ne pas se retrouver en travers de son chemin et à espérer qu'il laisse le peuple grandir comme bon lui semble. Vint ensuite un homme qui fut le seul à proposer de s'allier à la créature. L'homme partit alors à la rencontre du titan. Il est dit qu'il avait un don comme personne avec ce genre de créature et, contre toute attente, il revint accompagné du dragon. Cet exploit lui valut un énorme respect. Il était maintenant une lumière dans la nuit que tous les humains pouvaient suivre. L'homme fut sacré roi et régna sur Unis avec le dragon à ses côtés. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Les années passèrent et le roi vint à mourir, laissant ses 2 enfants jumeaux à régner sur le trône. Les 2 hommes furent de justes rois, mais le premier frère avait un point de vue réaliste par rapport à l'avenir de son royaume. Il voulait préserver ses traditions et coutumes au prix de son expansion, pendant que le deuxième avait l'idéal au cœur. Il voulait expandre Unis au-dessus de tout, le faire évoluer au prix de ses fondations et traditions. La divergence d'opinion fut telle que les frères en vinrent à se battre et le dragon, ne sachant quel parti prendre, se divisa en 2 Pokémon. Premièrement, Reshiram apparut, grand dragon blanc de feu, allié du frère aîné et symbole de la réalité. Suivi ensuite Zekrom, Pokémon dragon électrique, allié du frère cadet et symbole de l'idéal.
Il représente le yin et le yang, Reshiram étant blanc et la mascotte de Pokémon noir, et Zekrom étant noir et la mascotte de Pokémon blanc. Contrairement à la croyance populaire, le yin et le yang ne représentent pas le bien et le mal, mais le bien dans le mal et le mal dans le bien, et comment ces deux éléments complémentaires font pour cohabiter. Reshiram et Zekrom représentent alors la balance de cette idéologie, avec entre les deux le Pokémon frontière Kyurem, faisant que la réalité ne sera jamais l'idéal, et l'idéal jamais une réalité. Des murailles furent érigées autour d'Unis pour protéger la population de Kyurem, Pokémon Dragon faisant ce qu'il avait à faire pour survivre, chassant Pokémon et humains pour se nourrir. Pendant ce temps, au milieu d'Unis, la guerre idéologique s'envenimait, et le pays fut ravagé par les flammes de Reshiram et la foudre de Zekrom. Ayant réalisé leur erreur, les deux frères déposèrent les armes avant de sceller une fois pour toutes Reshiram et Zekrom, étant conscients de leur puissance et que cette puissance ne devait jamais être accédée par les hommes. Mais, vous le savez comme moi, la quête de puissance de certains hommes reste sans fin, et c'est cette quête de puissance qui, des années plus tard, poussa un homme nommé Giovanni à retrouver et perfectionner l'ADN d'un Mew, pour ensuite créer l'arme ultime en la personne de Mewtwo. Mewtwo étant un clone de Mew, mais prévu pour le combat, il était une arme pour la Team Rocket, un outil de conquête mondiale. Prenant conscience de sa propre existence, Mewtwo se rebella contre ses captifs et finit son aventure dans une grotte attendant un challenger digne de rivaliser avec sa puissance incommensurable. Et voilà, chers amis, c'était la mythologie Pokémon de A à Z. Vous vous en doutez, comme toute mythologie, il existe plein d'autres versions de cette dernière. Soyez donc sûr de bien vouloir clarifier certains points en commentaire si vous vous y connaissez. Il existe une certaine quantité d'autres Pokémon légendaires qui n'avaient malheureusement pas leur place dans cette vidéo. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo spécifique sur certains d'entre eux. N'hésitez surtout pas à réclamer certains sujets de mythologie que je pourrais explorer de la même façon. Je pense à l'univers Marvel, l'univers DC et probablement l'univers du Cosmos, avec tous les jeux comme Wakfu, Dofus et tout ce que produit Ankama. Ou même si ça vous intéresse, une vidéo de la sorte sur la mythologie gréco-romaine, la mythologie nordique, aztèque, maya. J'ai très hâte de lire vos recommandations en commentaire. Rappelez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu. Je vous invite à explorer la chaîne via les vidéos qui s'affichent présentement à l'écran. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de plus amples explorations de notre omnivore.